Bretagne 5, l'invité du 7-9. Et ce matin, nous recevons Tristan Bréhier. Il est conseiller régional de Bretagne dans le groupe Nous la Bretagne, conseiller national des jeunes avec Macron en charge de la formation. Et depuis 2 semaines, il faut le dire, référent la REM dans le Finistère. Et il est venu spécialement de Brest pour être au micro ce matin de Bretagne 5 matin. Je le remercie. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors vous êtes venu de loin de Brest, disais-je. Vous êtes jeune conseiller régional. On sait que la semaine dernière, il y avait jeudi et vendredi les 2 grandes sessions du conseil régional. Comment s'est passé le baptême ? Eh bien écoutez, il s'est bien passé. On avait déjà eu 2 sessions qui étaient plutôt des sessions d'installation. Donc là, c'était vraiment la première session. On rentrait dans le vif et dans le cœur des sujets. Très très intéressant. C'est une assemblée qui est à la fois assez feutrée, mais en même temps très politique, parce que les sessions sont assez espacées dans le temps. Donc vraiment, la parole publique des conseillers régionaux se cristallise sur ces moments-là. Donc moi, je suis toujours dans une phase un petit peu d'apprentissage, parce que c'est mon premier mandat d'élu local, mon premier mandat tout court. Et donc voilà, j'essaye de voir un petit peu comment les choses fonctionnent, de cranter un certain nombre de sujets. Moi, vous voyez, je suis intervenu notamment sur les sujets de la Brittany-Ferries et également sur le réseau transeuropéen de transport, qui est un sujet très important pour le port de Brest actuellement. Donc voilà. Également, il y avait des discussions sur le contrat plan État-région, qui est un sujet de crispation au sein du conseil régional. Et très moi, j'entends épineux. bien, oui, très épineux. Et moi, j'entends bien aussi, voilà, être une voix qui défend la politique gouvernementale, en tout cas la politique gouvernementale actuelle sur ces sujets-là. Donc voilà, une entrée en matière haute en couleur, et j'espère pouvoir, voilà, m'imprégner au maximum de ces sujets et faire porter ma voix et la voix de notre groupe au sein de cette assemblée régionale. Alors, je dis que vous étiez jeune dans la politique, jeune dans l'engagement, jeune conseiller régional. Vous me permettez de dire votre âge ? Vous pouvez y aller. 25 ans ? C'est ça, tout à fait. Donc, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous incarnez ce renouvellement de la vie politique avec, alors il ne s'agit pas de dire dehors les anciens, mais avec de nouvelles idées, de nouvelles façons de fonctionner, de nouvelles façons d'aborder aussi les sujets politiques ? Peut-être. Alors, en tout cas, moi, je ne serais pas du tout dans le jeunisme, parce que je pense que la politique, c'est une question de compagnonnage. Vous voyez, il y a des personnes qui ont plus d'expérience qui me font confiance. Je pense à Richard Ferrand, à Pierre Karleskind ou encore à Marc Watania à Brest, qui voilà, m'apprennent aussi un petit peu comment fonctionne ce monde politique-là. Donc, pas du tout de jeunisme. Je pense que c'est par justement l'échange entre les générations qu'on arrive à renouveler le paysage politique. Des pratiques différentes, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'essaye de faire de la politique avec ce que je suis, avec mes valeurs, sans tomber dans les polémiques faciles ou dans les effets de manche. Je pense qu'aujourd'hui, les citoyens, ils attendent ça, c'est-à-dire peut-être d'avoir de la sincérité dans l'engagement et en même temps, voilà, du travail, quoi. C'est-à-dire que moi, j'essaye au maximum sur les sujets qui sont notamment les sujets du conseil régional, et ben de plancher dessus, de pas faire des sorties voilà, sans connaître forcément le fond des choses. Et je pense que voilà, ce travail à la fois en sincérité et en essayant de travailler sur le fond des dossiers, je pense que c'est quelque chose d'important et qui crédibilise aussi la parole politique, qui aujourd'hui, malheureusement, à tort ou à raison, hein, parfois, est un petit peu décrédibilisée. Alors justement, cette parole politique, on a entendu le fameux tous pourris, hein, ça a beaucoup circulé. Il y a cette fracture aujourd'hui en France que l'on ressent en Bretagne, même si elle a été peut-être un peu moins marquée en Bretagne, où l'on voit les gens qui se détournent des urnes, les jeunes en particulier, qui pourtant s'investissent dans plein d'actions, mais qui, dès qu'on parle politique, finalement, disent « écoutez, non, c'est pas notre truc ». Eh bien, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Preuve en est, encore une fois, j'étais, donc juste après la session qui s'est terminée vers midi vendredi, je suis rentré à Brest et on a été avec des jeunes, avec Macron, tractés sur le bilan d'Emmanuel Macron pour la jeunesse devant la fac de lettres Victor Ségalin à Brest. Et 2 éléments. Premièrement, ils sont tous concernés par l'élection présidentielle. Ils savent que c'est un moment important. La plupart, je crois qu'on a vu une 50aine de personnes, il y en a un seul qui m'a dit non, moi j'irai pas voter, sinon tout le monde compte aller voter. Et donc, on a quand même des jeunes qui sont concernés. On m'a parlé bien sûr des sujets environnementaux, un peu de la crise des institutions, mais il y a vraiment je crois que
voilà, la jeunesse et puis plus généralement le peuple français, et en Bretagne particulièrement, est politique. Maintenant, c'est les formes d'expression qui sont aujourd'hui peut-être à revoir. Le vote, simplement le vote, ne semble pas être... voilà, l'acte de démocratie par excellence aujourd'hui. Il y a peut-être d'autres manières de faire, l'engagement citoyen, l'engagement associatif, à valoriser un petit peu plus. Par exemple, moi je trouve que des exercices comme la Convention citoyenne pour le climat, ça donne à voir aussi peut-être le renouveau de la démocratie et de la manière dont fonctionne notre collectif. Donc je pense qu'il y a ça à creuser, mais de dire que les jeunes ne sont pas concernés par la politique, ça je pense vraiment pas. C'est juste qu'il faut trouver les voies et moyens pour faire en sorte que ça s'exprime de la meilleure des manières possibles. Voilà, donc trouver les moyens d'expression pour finalement intéresser le plus grand nombre, hein, pas seulement les jeunes, à la politique et aux faits politiques. Alors aujourd'hui, on a un président de la République qui va faire son bilan, qui a été pas mal chahuté. On a eu cette crise des Gilets jaunes, on a eu cette pandémie. Vous, en tant que jeune et que jeune élu, comment vous avez perçu cet exercice du pouvoir qui a été difficile pour Emmanuel Macron finalement? Je pense que cette mandature, enfin en tout cas ce quinquennat d'Emmanuel Macron est peut-être le plus dur qu'il ait eu à avoir depuis le début de la Ve République. Une crise sociale majeure, sur laquelle il a fallu tirer un certain nombre de conséquences, et il y a eu des réponses politiques qui ont été données. Une crise sanitaire majeure également, peut-être qu'on n'a jamais connue depuis plus d'un siècle. Et je crois que le gouvernement, le président de la République et tous ceux qui le soutiennent ont été au rendez-vous. Au rendez-vous à la fois sur le quoi qu'il en coûte, où aujourd'hui l'ensemble des entreprises, le monde culturel a été aidé, je crois que c'est plus de 13 milliards d'euros qui ont été donnés au monde culturel, enfin aucun pays dans le monde ne l'a fait. La reprise économique est bonne, le chômage est au plus bas, on n'a jamais eu autant d'apprentis. Enfin, je pense vraiment que nous avons été au rendez-vous, et d'ailleurs c'est pour ça que, bon, aujourd'hui je rentre plutôt dans une phase, et je vous disais que j'étais en train de tracter la semaine dernière, où on demande 50 plus, parce qu'à mon avis, dans le paysage politique, il n'y a personne qui pourrait faire mieux, et c'est pour ça que, voilà, plus récemment j'ai pris... il y a 2 semaines, la référence de La République En Marche dans le Finistère, justement, pour organiser la campagne dans le Finistère et pour faire en sorte que notre président soit réélu, et avec une majorité solide, et qu'on puisse continuer à mener les réformes qui doivent permettre de transformer le pays et de l'intégrer encore plus dans les défis français, européens, mondiaux, pour ce 21e siècle qui est très intéressant. Alors, on va en parler de ces défis tout à l'heure, mais un petit mot sur le paysage politique. On a reproché à Emmanuel Macron d'avoir fait voler en éclats, finalement, l'ancien paysage politique. La gauche, après l'élection du président de la République, s'est trouvée fort dépourvue, pour reprendre un verbe bien connu. Il en était de même à droite, et on a l'impression qu'aujourd'hui, eh bien, ni la gauche ni la droite arrivent finalement à retrouver une forme de stabilité, en tout cas une direction précise. Est-ce que finalement il fallait changer aussi ce clivage gauche-droite en France? Moi, vous savez, en 2016, quand j'ai adhéré à En Marche et que j'ai fait la campagne et que je me suis pour la première fois engagé en politique, il y avait 2 choses. Premièrement, l'Europe. Et deuxièmement, le dépassement des clivages traditionnels. Et moi, mon engagement politique, il est fondé là-dessus. Donc je ne pourrais pas vous dire que j'aimerais qu'on retourne à ces clivages classiques. Non. Et je pense vraiment qu'on est dans un moment où déjà la recomposition n'est pas terminée. On voit à gauche la social-démocratie est toujours un petit peu en questionnement. Est-ce que c'est plutôt l'aile gauche d'En Marche? Est-ce que Hidalgo représente quelque chose? Mais je ne suis pas convaincu, j'arrive pas à voir quel est son projet de société. À droite, ça se radicalise beaucoup. Où au final on a un centre droit qui est plutôt avec Édouard Philippe, on a une droite nationale qui voilà, est aussi en phase de recomposition, Zemmour qui monte un petit peu dans les sondages, qui voilà, un espèce de franc-parler qui parle bien justement à toute une frange de la population, bon, Marine Le Pen, etc. Bon, en tout cas, c'est vrai que il y a des gros enjeux sur qu'est-ce que sera le paysage politique demain, aujourd'hui, à l'issue des élections présidentielles. Moi, j'ai juste un point de vigilance, c'est que j'ai quand même l'impression que ce paysage politique se radicalise, en fait. Se radicalise à droite comme à gauche. Et donc, c'est assez compliqué aujourd'hui d'être
nuancées, d'essayer d'avoir des positions raisonnables et donc d'avoir voix au chapitre quand on essaye d'avoir des positions un petit peu plus posées ou en tout cas des positions de raison. Donc ça m'inquiète un petit peu plus. Mais c'est pourquoi aussi, je pense que Emmanuel Macron aujourd'hui est le seul à représenter ce camp progressiste qui fera avancer le pays, quoi. Alors, Édouard Philippe a monté son propre parti politique, Horizon, mais il a dit, moi, je ne me mettrai pas en travers du président de la République. J'ai été Premier ministre, voilà. Donc, il n'y a pas forcément une volonté de nuire. Non, il n'y a pas de volonté de nuire. Je pense que Édouard Philippe il est dans une logique de soutien, une logique de liberté. Une liberté de ton, une liberté de s'organiser aussi par rapport à ce que lui a envie de porter. C'est pour ça qu'il fait un certain nombre de propositions. Après, bon, le président de la République est président de la République, il sera sûrement le candidat, en tout cas je l'espère. Donc je pense qu'Édouard Philippe s'inscrit un petit peu dans une logique d'aiguillon du président de la République, sur une ligne peut-être un petit peu plus rigoureuse, à la fois sur le plan des comptes publics, à la fois sur le plan des retraites par exemple. On verra si ces propositions sont retenues. Moi, par exemple, vous voyez, la retraite à 67 ans, je ne pense pas que ce soit la meilleure des mesures à prendre, par exemple. Donc, on peut avoir des accords, mais c'est ce qui fait aussi le caractère d'une démocratie. C'est-à-dire qu'on peut discuter, on fait des choix à un moment donné, mais c'est pas parce qu'on est en désaccord sur une chose qu'on ne peut pas être en accord sur un projet global. Alors vous parliez tout à l'heure de cette crispation de la vie politique française, aussi d'une forme de violence. On le voit quand même, on le voit aussi à travers les réseaux sociaux, on en parle souvent sur cette antenne, de ces fameux réseaux sociaux qui sont une forme de caisse de résonance pas toujours très sympathique, il faut bien le dire. On voit quand même que ça se crispe effectivement à droite. Vous avez cité Monsieur Zemmour qui vient d'arriver dans le paysage polémiste, finalement pas politique en ce qui le concerne. Est-ce que c'est bien justement qu'un polémiste comme Éric Zemmour arrive, soulève des questions, peut-être pour que les partis politiques traditionnels s'en emparent? Moi, je ne souhaiterais pas que Éric Zemmour prospère ad vitam aeternam dans le paysage politique, parce que je considère que les idées qu'il colporte et la vision de la France qu'il a ne sont pas bonnes pour le pays. Il a une façon de considérer l'histoire. Là, je voyais encore ses sorties avec Robert Ménard sur la justice. Enfin, il y a quand même cette odeur nauséabonde dans ses propos qui moi, ne me vont pas. Après, voilà, il rentre dans une phase de la vie politique où cet emballement médiatique qui est le sien, enfin, qu'il a réussi à créer, le fait qu'il bordélise un petit peu la droite, et le fait que ce soit un petit peu le candidat des médias aujourd'hui, parce qu'il a beaucoup de visibilité, fait que machinalement il monte. Moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir que là, dans les sondages, après on sait ce que ça vaut et ça a encore beaucoup de temps d'évoluer, mais c'est plus de 30% pour l'extrême droite. Et là, il faut se poser les questions. Après, voilà, il pose des sujets de manière très caricaturale, selon moi. Les sujets sur l'immigration, le soi-disant grand remplacement, c'est pas des théories auxquelles j'adhère. Néanmoins, il faut que si ce sont des questions que les Français se posent, il faut qu'on soit en capacité d'y répondre avec le plus de justesse possible, en essayant de ne pas tomber justement dans la caricature, et donc en prenant à bras-le-corps ces sujets-là, pour faire en sorte qu'on solutionne aussi des problématiques que les Français se posent quotidiennement, et je crois que c'est ça l'essence de ce qu'on doit faire. Alors, le président Macron a par exemple, allez, on va dire, un petit peu vilipendé l'Algérie. Ça fait une crise diplomatique, il faut bien le dire, à propos justement de ces Algériens qui sont sur le territoire français, qu'on ne peut pas renvoyer, même s'ils ont fait une bêtise, parce que le gouvernement algérien n'en veut pas. Voilà, donc il y a eu cette crise politique. On a dit, finalement, Emmanuel Macron, il a écouté ce qu'on lui a dit sur l'extrême droite. Est-ce que vous pensez que c'est ça, ou que c'est finalement simplement de la fermeté? Non, je pense qu'Emmanuel Macron, il ne cède pas aux sirènes de l'extrême droite. Emmanuel Macron, il essaye de regarder les problématiques
de manière factuelle et d'essayer de résoudre les choses. Moi, je crois que sur le sujet de l'Algérie, qui est un sujet assez sensible dans la société française aujourd'hui toujours, il faut trouver un équilibre. Je pense qu'il a trouvé un équilibre en ayant cette reconnaissance auprès des harkis, par exemple. Et puis, il faut aussi trouver un équilibre quand nous, en France, nous devons faire aussi respecter l'état de droit. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important parce que c'est aussi le contrat social que l'on a avec l'ensemble de la société. L'état de droit est important. Donc, quand une décision de justice est prise, il faut aussi que les gouvernements, et en l'occurrence le gouvernement algérien, prennent en considération ces décisions-là. Voilà, donc de la fermeté, plus de fermeté, mais aussi une ouverture d'esprit. C'est un équilibre, c'est là en même temps. Voilà, et aussi ce côté mémoriel, puisque vous faisiez allusion aux harkis et aux Algériens. On sait que ce week-end a eu lieu cette commémoration de cette année 1961 où on a jeté des Algériens dans la Seine, où on a tué des gens sur notre territoire. Le président de la République, pour la première fois, un président de la République a reconnu que l'État était engagé et avait une responsabilité dans ce qui s'était passé à Paris. Oui, tout à fait. Tout à fait, mais ça, je pense que ça fait partie tout à fait, comme vous le disiez, du travail mémoriel. Et je crois que, voilà, si on veut passer l'étape du ressentiment qui est aujourd'hui encore présent sur ces sujets-là, il faut que la France soit capable de reconnaître les agissements, de s'excuser par ailleurs, par exemple sur ces sujets-là, de poser les choses, de pacifier, parce que voilà, je pense que c'est très important de pouvoir repartir sur de bonnes bases et puis ne pas rester sur des non-dits, des faux-semblants. Et là-dessus, sur des sujets aussi importants en plus, c'est important que l'État français, et donc par son biais le président de la République, ait des mots forts, justes et courageux là-dessus. Alors on va parler un peu de région, parce que je le disais en commençant, Tristan Berrier, vous êtes jeune conseiller régional et j'imagine que les dossiers ne manquent pas. Aujourd'hui on dit voilà, l'État ne donne pas assez aux régions, ne donne pas assez à la Bretagne, pour faire simple. Est-ce que là aussi il va falloir repenser le contrat État-région? Moi je pense que sur ces sujets-là de relations entre l'État et les collectivités territoriales et la région également, je crois qu'il est temps d'avoir un nouvel acte de décentralisation. Mmh. Et j'espère, bon, on verra comment cela s'inscrit dans le débat politique et public, même si ce n'est pas forcément les sujets les plus intéressants pour les citoyens, mais il y a vraiment quelque chose à faire sur une plus grande décentralisation, je pense. Je pense que l'échelon régional, par exemple, est arrivé à un niveau de maturité qui lui permet, je pense, d'avoir plus de largesse sur un certain nombre de sujets. Alors ça peut être sur la fiscalité, les compétences. Il faudra voir un petit peu quel contrat justement on passe entre les territoires et puis l'État. Mais je pense qu'une république un petit peu plus décentralisée serait de bon ton. Alors il faut que les moyens suivent aussi. On reproche souvent à l'État une forme de décentralisation sans mettre la main au porte-monnaie. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je vous évoquais un petit peu les sujets de fiscalité notamment. Après, c'est vrai que on le voit, et la France est un pays qui a ses réflexes centralisateurs, mais qui, à certains égards, sont aussi gages d'une efficacité de l'action publique. Par exemple, je vous prends la crise du Covid, qui a été quand même gérée de manière centrale, avec les autorités déconcentrées qui sont les agences régionales de santé, mais on voit que la crise a été bien gérée aussi, parce que voilà, on a cette capacité de l'État à organiser les choses. Donc, on a reproché quand même à l'État quelques tâtonnements. On s'est dit on aurait pu prendre des décisions en région. Mais bien sûr que une gestion de crise comme celle-là n'est jamais parfaite. Hein. C'est impossible. Impossible. Mais là, quand on fait le premier bilan, on voit quand même que les choses ont été bien gérées. Après, peut-être que sur certains volets, à l'avenir, il faudra voir si on peut organiser les choses de manière un petit peu plus décentralisée, territorialisée. Ça se réfléchit. Mais encore une fois, c'est pas une logique... et trop souvent, là, moi je voyais la semaine dernière au Conseil régional de Bretagne, à la session,
toutes les oppositions qui étaient vent debout contre le gouvernement, l'État centralisateur, etc. Bon, c'est de bonne guerre de faire ça, mais je pense que c'est pas en opposant les uns et les autres qu'on arrivera à trouver des solutions, à mon avis. Voilà, bon, les rapports de force, c'est normal en politique, mais il faut qu'on dépasse un peu ces effets de manche. Moi, je souriais un petit peu de voir que tout le monde tapait sur l'État, alors même que 3 ans, enfin, ou 5 ans auparavant, les socialistes qui étaient au pouvoir, voilà, trouvaient les voies et moyens pour ne pas trop taper sur l'État. Donc bon, c'est toujours de bonne guerre, mais je crois que c'est pas forcément ce que les gens attendent non plus, quoi. Alors les gens sur les territoires attendent beaucoup de choses. On attend la fibre, on attend de meilleurs transports régionaux, des trains. Tenez, l'expérience vécue, quelques TER en plus vers Brest le week-end, ce serait bien. Voilà, je ferme la parenthèse. Mais voilà, il y a une véritable attente des Bretons pour un aménagement du territoire. Est-ce que ça va être un des grands enjeux de la Bretagne pour aller, je vais dire, les 5 années à venir? Tout à fait. Et en tout cas, moi, ce sera un des grands enjeux que je porterai en tant que conseiller régional. Moi, je suis membre titulaire de la commission aménagement du territoire et mobilité. Et pour le coup, ce sont des sujets qui me concernent au plus haut point. La question des connexions en général est très très importante. Les connexions physiques comme le développement du ferroviaire par exemple, mais aussi les petites mobilités dans les espaces ruraux. Parce que c'est vrai que moi, quand on faisait campagne pour les régionales, je rencontrais notamment des personnes âgées pour qui l'accès aux soins dans le centre-ouest de Bretagne, par exemple, est très compliqué. Donc il y a toutes ces questions de petite mobilité dans les territoires ruraux. Évidemment, les questions de la fibre. On sait que sur la phase 1, Orange est à la traîne. On espère que sur la phase 2, avec le consortium Action Bouygues, on puisse aller plus vite, parce que pour le coup, en termes d'attractivité du territoire, c'est aussi très très important. Et puis aussi, on a des enjeux démographiques très importants en Bretagne. On va accueillir une population énorme sur les 20-30 prochaines années, avec une population qui sera selon toute vraisemblance plutôt âgée. Donc c'est comment on accueille, comment on trouve un équilibre entre le foncier économique, le foncier agricole, le foncier pour l'habitat, comment on fait en sorte aussi de préserver nos territoires littoraux. Vous savez, j'ai grandi à Lampol-Plouarzel, une petite commune dans le nord-ouest du Finistère, et je sais à quel point la pression foncière peut être importante, et la préservation du littoral est aussi voilà, fondamentale, puisque voilà, c'est aussi des nids de biodiversité, et je crois que dans la période, et de toute manière, il faut qu'on sache préserver ces espaces-là. Donc oui, l'aménagement du territoire sera un enjeu, à la fois pour notre groupe, nous la Bretagne, et pour moi peut-être plus particulièrement, parce que c'est aussi des sujets qui me concernent au plus haut point. Alors on parle beaucoup de lignes ferroviaires. Il y a cette ligne entre le nord et le sud de la Bretagne, entre Saint-Brieuc et Auray, entre autres, qui est un sujet qui revient régulièrement dans l'actualité. Puis on a aussi une autre ligne, il y a Morlaix-Roscoff quand même, qui ne fonctionne plus, et dont on dit que la SNCF attend quand même finalement qu'elle meure de sa belle mort. Alors sur ce sujet-là, je pense que la région doit avoir un rôle prépondérant. On a des études qui posent un petit peu les choses, à savoir notamment sur le plan de la fréquentation. Il y a 2 options, je pense. Soit on décide de réactiver cette ligne Morlaix-Roscoff, auquel cas on le fait, mais je pense qu'il faut le faire sur une logique un peu innovante, type train léger, ou par exemple expérimenter du train à l'hydrogène. Ça peut être un sujet. Ou sinon, on ne réactive pas cette ligne et on décide, par exemple, d'en faire une voie verte pour ne pas laisser ce foncier, cette friche, sans aucune utilisation. Donc voilà, après, c'est des choix politiques, il faudra voir. Je sais que j'avais rencontré le maire notamment de Saint-Paul-de-Léon pendant la campagne là, pour les régionales. Il m'en parlait, c'est un sujet qui monte aussi là-bas, et la région devra être au rendez-vous là-dessus, quoi qu'il puisse se passer. Alors il nous reste une petite minute, on a aussi beaucoup parlé des ports, et vous voyez où je veux en venir, le port de Brest en pleine mutation, port important s'il en est, Brest, est-ce qu'on peut espérer un port de Brest tout à fait différent, le port de Brest au XXIe siècle? Je pense que Brest a sa carte à jouer sur les ports de taille moyenne en Europe. Il ne faut pas se bercer d'illusions, le port de Brest ne sera pas le port du Havre, ou le port de Marseille, ou le port de Dunkerque. En revanche, de par sa position géographique, et de par le réseau et l'écosystème d'acteurs qu'il peut y avoir, parce que Brest est aussi une capitale de la mer, on le voit avec l'accueil du One Ocean Summit, mais il y a
il y a des enjeux, alors notamment sur les ports numériques un petit peu. Il y a des sujets d'électrification, sujets de réparation navale. Il faut qu'on soit en capacité vraiment de proposer, et là je crois que la société portuaire qui vient d'être créée avec la région en actionnaire majoritaire, la CCI de Brest et puis la métropole, d'avoir cet élan-là et d'avoir une vraie stratégie à moyen et long terme qui devront s'accompagner aussi par d'un report modal sur le fret. Et là, il y a un certain nombre d'investissements. On parle de 800-850 millions d'euros pour avoir un réseau de logistique ferroviaire qui soit de qualité. Et donc, sur ce sujet-là, oui, le port de Brest, il faut qu'on bataille pour faire en sorte qu'il rentre dans le jeu des ports de ville moyenne en Europe. Avec toujours ce port militaire aussi. Et le port militaire qui est aussi un vrai enjeu, et notamment avec la fonte un peu des glaces dans le nord, où justement les routes du nord s'ouvrent de plus en plus, et Brest a encore beaucoup à faire et beaucoup à jouer sur ce positionnement-là devant l'Atlantique. Alors Tristan Brillet, pardon, j'allais écorcher votre nom. Le grand dossier actuellement au Conseil régional que vous portez, c'est ce dossier du port ? Alors oui, ça fait partie des dossiers que je porte en priorité, à la fois parce que je suis brestois et puis parce que ces sujets portuaires-là, je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire, mais ce n'est pas exclusif. J'imagine que bien d'autres dossiers au cours du mandat vont aussi me passionner, et en tout cas j'essaye au maximum d'être le relais des citoyens. Je reçois un certain nombre de mails, par exemple sur les arrêts de bus, il y a beaucoup de sujets qui reviennent, et d'être le relais au maximum de ces attentes et des sujets que se posent les citoyens, parce que c'est ça aussi le rôle d'élu local. Même si l'échelon régional est un petit peu plus éloigné, il faut quand même qu'on soit en contact, et moi j'espère être un élu de terrain au maximum, et de prendre à bras le corps tous les sujets qui pourraient arriver. Et un dernier mot de politique politicienne, allais-je dire. Vous êtes déjà en campagne dans le Finistère pour le soutien à Emmanuel Macron. Ça fait 5 ans qu'on est en campagne. Eh bien, c'est là-dessus que nous allons nous quitter. Tristan Brillet, je rappelle que vous êtes conseiller municipal, régional bien sûr, de Bretagne, dans le groupe Nous la Bretagne, conseiller national des jeunes avec Macron en charge de la formation, et depuis 2 semaines référent l'AREM dans le Finistère. J'en ai un petit peu perdu mon latin. Merci en tout cas d'être venu jusqu'à nous au micro de Bretagne 5 depuis Brest, et très belle journée à vous. Merci, à bientôt. Bretagne 5 matin, le 7-9, Stéphane Hamon.